Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Christian Lavieille, pilote de course moto, reconverti au rallye raid. Et croyez-moi, la longueur d'un bras n'est pas suffisante pour son palmarès. Il nous conte la naissance de sa passion avec un père qui à 87 ans pratique toujours la moto. Il tombe donc naturellement très tôt dans la moto et les sports mécaniques pour devenir l'un des plus grands compétiteurs français en course d'endurance moto. Imaginez un peu, il a participé 16 fois au Bol d'Or, dont 3 victoires, 14 fois au Mans. Il n'a jamais gagné parce que clairement il a été maudit, même s'il a gagné en tant que team manager. 10 fois à Spa-Francorchamps, un tel parcours laisse forcément de nombreuses anecdotes qu'il a pris le temps de nous raconter. Christian se détourne ensuite de la moto pour se reconvertir dans le rallye raid automobile, une nouvelle page à sa carrière, de nouveaux challenges et très vite de nouveaux succès. Il découvre l'automobile avec son pote Luc Alphand, avec pour rêve de faire les 24 heures du Mans en auto et de se lancer dans la folle aventure du Dakar. Mais juste parce que pourquoi pas, Christian est le premier homme dans l'histoire à avoir fait les 24 heures du Mans en auto et en moto la même année en 2002. Je n'ose même pas penser à la préparation physique qui a été nécessaire et je pense que vous n'avez pas envie de l'imaginer non plus. La suite, c'est une victoire au Transsiberia en 2008, c'est 18 participations au Dakar et plusieurs top 10 jusqu'à rejoindre en 2020 le team MD Rally Sport pour retrouver un esprit familial tout en étant très compétitif avec ce qui est le meilleur team privé du Dakar, créé et géré par la famille Morel, Antoine, Maryse et Johan, qui gèrent ça d'une main de maître. D'ailleurs, j'en profite pour remercier et saluer toute la famille Morel. Donc Antoine, Maryse, Alan, Kevin, Johan et Simon, le quatrième frère adoptif, on va dire, pour la mise en relation avec Christian Lavieille. Et je vous invite à écouter la mini-série de 3 épisodes intitulée Morex & Co que j'ai enregistré avec eux. Je vous mets le lien en description plus bas. Bref, cet épisode relate le parcours d'un homme passionné en quête perpétuelle d'aventure qui excelle dans la difficulté et encore plus lorsque cette dernière implique de la mécanique. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram @dbg_podcast et vous pouvez découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube dans La Boîte à Gants. Pour l'instant, vous pourrez retrouver le vlog correspondant à l'épisode avec Adrien Parasol et celui de François Delecourt. Et ce vendredi à 18h sortira le nouveau vlog où je vous emmène à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos du champion du monde des rallyes en compagnie de Dominique Heinz qui en est le team manager et l'homme de l'ombre derrière la carrière incroyable de Sébastien Loeb avec qui j'ai enregistré un épisode fantastique que je vous conseille vivement. Je vous le mets en lien en description plus bas. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 53. Si vous n'avez pas encore eu la chance de les écouter, je vous invite à le faire. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast, rien de plus simple, cela prend 2 secondes et c'est bien évidemment gratuit. Il faut simplement un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Cela permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans La Boîte à Gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Christian. Salut Yann. C'est un plaisir de te recevoir dans La Boîte à Gants. C'est la 2e fois que je me retrouve à l'Hôtel Mercure comme ça pour faire l'interview, parce que je l'avais déjà fait avec Bruce Joigny. J'ai essayé de résumer un peu dans ma tête ton parcours, mais c'est un peu compliqué parce que tu as fait tellement de choses. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Christian Lavieille, je suis né en 65. J'ai toujours été passionné par les sports mécaniques et tout s'est fait assez naturellement. J'ai fait du motocross à 14-15 ans. On faisait des courses de vélo avec des copains dans une carrière entre 8 et 12 ans. Après un petit peu de motocross. Après, à 18 ans, je me suis acheté une 350 RDLC qui était la moto du moment, un peu fun, sportive. Et puis, je roulais très vite sur la route et j'avais surtout des amis de mon frère qui avaient une concession moto et qui faisaient de la compétition à l'époque. Ils faisaient courir des bols d'argent comme Patrick Igoa, entre autres. Et je me suis lancé dans la compétition moto comme ça, un petit peu par passion, par promo sport, sur les catégories promo sport. Et la première année, ça s'est bien passé. Je n'avais pas la moto qu'il fallait vraiment dans le coup. La 2e année, j'ai racheté une moto qui était plus compétitive, une 250 TZR Yamaha. Et j'ai été champion de France en gagnant 9 courses sur 10. Et là,
un personnage de l'endurance et de la moto. Dominique Meillan m'a appelé pour me faire courir en Superbike. Ça, c'est en 88, c'est ça, hein? Ça, j'étais champion de France, voilà, en 88. Fin 88, Dominique Meillan m'appelle dans l'intersaison pour me faire du Superbike, qui s'appelait Production à l'époque, mais l'équivalent du Superbike. Et on a commencé comme ça. J'ai commencé la saison. Je me suis retrouvé en tête du championnat avant la fin de saison. Ils m'ont confié une Suzuki d'usine au Vol d'Or et je suis tombé à mon premier relais et j'ai laissé un morceau de doigt d'ailleurs, comme on peut le voir. Ah oui, exact. Là, je me suis fait virer de Suzuki, mais bon, pour des motifs assez marrants. Ils m'ont dit que j'étais un pilote trop grand, parce que je fais un 86. Donc 90, j'ai réinvesti. J'ai loué une Yamaha, une W pour faire du Superbike. J'ai fait le mondial Superbike également au Mans. Jean-Yves Mounier avoir son titre de champion de France. Kawasaki, cette année-là, m'avait repris en endurance. Et puis, 91, Suzuki m'a recontacté pour me reprendre. En fin de compte, ils ont pris deux pilotes grands. Stéphane Mertens, qui doit faire 1m88, et puis moi, mec. L'ironie du sort, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est parti comme ça. Et puis, de fil en aiguille, bon, après, il y a eu plein d'histoires, hein, dans la moto. Suzuki m'avait viré parce que j'avais fait une course sur notre moto. Je suis basculé chez Honda. Après, ils m'ont repris. On a été champion du monde 3 fois. On a gagné 3 bols d'or. Enfin, les grandes lignes, hein, chez grandes lignes. Juste pour faire une petite rétrospective, revenir un peu en arrière. Je crois aussi que ton père était dans la moto enfin, t'as baigné dedans. Ouais, alors mon père, Lucien Lavieille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon père a toujours fait de la moto. Il a 87 ans. Il fait toujours de la moto. Bon, on a changé en catégorie parce que quand on est petit, on monte en catégorie. Puis quand on retombe dans l'enfance en vieillissant, on descend en catégorie. Mais il a toujours été passé. Il aime la moto. Il a jamais fait de compétition, mais il m'a emmené tout petit. Un jour, ils sont venus me chercher. À la sortie de l'école, il me dit on t'emmène aux 24 heures du Mans en voiture. Et j'avais les yeux pleins d'étoiles parce que normalement il allait avec des amis et il y a eu un désistement, donc il m'a emmené tout petit aux 24 heures en voiture et j'ai des vidéos chez moi, des cassettes. Hein, mon père enregistrait les matras dans la ligne droite, hein, des cassettes. Les matras et leur bruit légendaire. Leur bruit. J'ai des vidéos en Super 8 où ma mère filmait Jackie X au-dessus des stands qui étaient les anciennes stands du Mans, qui étaient vraiment accessibles. Et ma mère, elle crie Jackie. Et il y a Jackie qui fait signe. Et je connais très bien Jackie maintenant parce que j'ai roulé sur le rallye des Pharaons où il était un petit peu l'organisateur. Et je lui ai raconté ça, donc il rigolait. Mais voilà, c'est parti comme ça. Mais mon père a jamais fait de course. Il a toujours aimé aller voir des courses. On a été voir les premiers Grands Prix de Formule 1 au Castellet, enfin toutes ces choses-là. Et donc toi, plus jeune, t'étais plus attiré par la moto ou l'auto? Enfin, est-ce que les deux étaient... Non, plus par la moto, mais à aucun moment, j'avais un plan de carrière derrière moi. Ouais. C'était vraiment, je faisais ça par plaisir. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité que Suzuki m'a contacté, c'est parti comme ça, un petit peu de fil en aiguille. Je veux dire, voilà. Et puis, les années sont déroulées. J'ai fait 16 bols d'or, 14 fois Le Mans, 10 fois Spa, plus du Superbike. Enfin, ça m'a permis de voyager un peu de partout dans le monde. Et puis en 2002, 2001, je commence à avoir un petit peu de... Juste, tu vas vite, mais le bol d'or, ça a été aussi quelque chose de compliqué pour le gagner, parce que tu m'as dit que t'en as chié quand même. Ouais, mais tu sais beaucoup de choses, je vois. Hein. Tu t'es renseigné. Ouais, j'ai mis 10 ans à gagner mon premier bol d'or. J'ai eu, s'est retrouvé plein de fois en tête. On a connu les mauvaises années un peu Suzuki. On avait beaucoup de casse-moteurs. On a connu les années où... Parce qu'il y avait les 8 heures de Suzuka qui étaient au mois de juillet. Et en principe, pour le mois de septembre, au Bol d'Or, on récupérait les motos de Suzuka. Parce que Suzuka, à l'époque, c'était l'épreuve phare pour un constructeur. C'était plus important de gagner les 8 heures de Suzuka que de remporter le championnat du monde de MotoGP à l'époque. Et donc, à chaque fois, on arrivait là-bas et les Japonais, non, mais il faut rouler avec ça, c'est des molles pièces, c'est bien. Et à chaque fois, on prenait une bielle, un piston. On rentrait plus souvent à la poussette que monter sur le podium. Ça, des chutes, des trucs. Enfin, à chaque fois, il y avait un truc qui s'enrayait. Et puis, 96, j'ai gagné mon premier bol. Ouais. Et après, j'en ai eu 2 autres, 99 et 2001. Et par contre, Le Mans, ça a été la même histoire. Le Mans, je roulais souvent avec un ami qui s'appelle Hervé Moineau, qui a gagné plusieurs fois Le Mans et qui n'a jamais réussi à gagner le bol d'or. Pareil, il y avait toujours quelque chose qui s'enrayait. Il y a des mecs qui se retrouvent sur une moto d'usine une année seulement dans leur vie et qui gagnent une course comme le bol ou Le Mans et qui n'ont jamais eu un gros palmarès, mais ça fait partie des sports mécaniques, c'est la loi de la mécanique, on va dire. On peut t'appeler un peu le poulie d'or du Mans, quoi. Et au Mans, oui, j'ai fait je sais pas combien de podiums, 2, 3, 4, et la dernière année quand même, en 2002, on avait 3-4 tours d'avance, ça devait être 11h du matin. On était sous safety car, donc sous safety car en allure réduite. Hein, et on était au bout de la ligne droite des stands. Et là, il y a un mec qui arrive derrière moi, mais qui me percute. Il a dû réaccélérer pour faire chauffer ses pneus. Il devait regarder son panotage. Je sais jamais ce qui s'est passé. Mais il m'a percuté. Je suis monté en l'air. Je suis retombé assis sur le réservoir avec les 2 mains sur le tête-fourche.
et ça m'avait explosé la roue arrière, ça m'avait remonté tout l'arrière de selle, le support de cadre. Et donc là, j'ai fait demi-tour, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en sens inverse, mais j'avais le pneu éclaté derrière à la poussette au stand. T'étais pas blessé? Pas blessé, rien du tout, même pas tombé. Hein. Je suis monté en l'air et je suis retombé sur le réservoir. Et j'ai ramené la moto au stand, on est reparti et on fait deuxième encore. Voilà. Alors que là, je pouvais gagner, clairement. Alors que là, on avait course gagnée. L'année où mon copain Philippe Meneret gagne aussi avec la Finaccor, ça doit être 93, je sais pas, c'est pareil. On était sous la Suzuki le Quick-Strike, on avait je sais plus combien de tours d'avance, on casse le moteur à 1h de l'après-midi. Enfin, des anecdotes comme ça, il y en a plein, et puis je me rappelle pas de tout. Et voilà. Et t'as pris ta revanche en tant que manager, en tant que team manager. Par contre, voilà, j'avais un sponsor à la fin de ma carrière en moto qui était PlayStation, et ils m'ont demandé après, eux, ils sponsorisaient un team qui s'appelle National Moto, un concessionnaire Honda à Nanterre, qui est une vraie équipe de passionnés. Et ils m'ont dit, tu veux pas t'occuper du team? Et j'ai fait 3 ans à peu près, voilà. Et on a gagné les 24 heures moto, on est à la barre des usines. On a fait une belle course régulière, les usines ont fait des petites erreurs, ont trébuché, on était un tout petit peu moins vite, mais on a fait une course parfaite et oui, c'est satisfaisant, mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'était en 2006, hein, c'est ça? 2006, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as eu la chance aussi de faire donc, de l'endurance en moto, mais aussi en auto. Est-ce que toi, étant donné que t'as vécu les deux, physiquement, comment tu vois les choses? Est-ce que moto, c'est vraiment beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus éreintant? Alors, j'ai eu la chance, voilà, quand j'ai arrêté la moto en 2002, l'année où j'ai arrêté, bon, j'ai décidé au Boulder d'arrêter avant le départ du Boulder. Dans ma tête, j'ai dit j'arrête, c'est mon dernier Boulder, donc ça c'était septembre 2002. Mais 2001, j'ai commencé à faire un peu de voiture. Michelin m'avait invité sur l'Andros, sur des épreuves comme ça. Tu le gagnes d'ailleurs. Voilà, on gagne le trophée. C'était un trophée qui a été mis en place par Michelin où ils invitaient plein de pilotes et on gagne ce trophée. Cette année-là, j'avais un copain qui courait, qui avait un team qui s'appelle Luc Alphand. C'était le team Luc Alphand Aventure. Un petit nom. Et mon rêve, moi, c'était après la moto d'essayer de faire les 24 heures du Mans Auto et de faire le Dakar. Voilà, c'était 2 choses qui me faisaient rêver et c'est quand même pour moi, c'est les courses les plus mythiques avec Indianapolis et le Grand Prix de Monaco. Voilà, c'est 4 épreuves phares. Et tu t'es plus orienté vers le rallye raid et vers l'endurance parce qu'il y a vraiment ce côté de dépassement. Alors, je sais pas, non, ça s'est trouvé comme ça. J'avais des partenaires, donc j'ai réussi à faire les 24 heures auto 2002-2004. J'ai fait également aussi les 24 heures auto et moto, voilà. Donc ça, c'était en 2002. J'ai fait Spa en même temps. T'as réussi à faire les deux, là, c'était voilà. Je suis le premier dans l'histoire du Mans à avoir fait... c'est n'importe quoi. Les 24 heures du Mans, auto et moto. Et après, il y a un autre pilote qui s'appelle Seuil Harry qui l'a fait, mais qui a fait le cheminement inverse, celui qui est passé de l'auto à la moto. Et tout le monde me disait, c'est physique, la voiture, c'est en prétention, je veux dire, mais il n'y a pas photo. Je veux dire, entre une course 24 heures moto et auto, il y a vraiment un step énorme. Surtout nous, on roulait en GT2. Alors, c'est sûr qu'en proto, on doit prendre des jets, c'est un peu plus fatigant. Mais physiquement, on peut pas comparer. Il y a 50% d'écart. Enfin, je mets à l'échelle 5 à l'auto et physiquement et à l'échelle 10 sur 10 en moto. Voilà, surtout que tu as eu une grosse évolution sur le confort, sur la sécurité. Maintenant, c'est plus du tout comme tu as pu le connaître, toi, dans les années 90. Oui. Non, mais c'est sûr. Maintenant, ça peut rien avoir. Les motos sont quand même plus faciles. Il y a du traction control, il y a toutes ces conditions. Mais le Mans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des années où on a 0 degré, 2 degrés, 3 degrés. Et la nuit, on reprend la piste à 2-3 heures du matin. Il y a juste une trajectoire sèche. Vous êtes en pneu slick. C'est vraiment pour moi, il y a un gros écart entre les deux. Ouais, c'est pas pareil, mais j'étais heureux de faire partie de cette histoire et puis de faire partie de cette histoire du Mans. Puis c'est une course mythique, l'ambiance, la parade des pilotes, les rassemblements Indianapolis le vendredi après-midi, la nuit, cette ligne droite, on a l'impression de jouer à PlayStation un peu quand on est dans une bulle. En voiture, on est plus dans une bulle, c'est complètement différent de la moto. On a l'impression de plus jouer, mais physiquement, non, ça n'a rien à voir. Donc tu parlais du Dakar, tu fais ton premier Dakar en quelle année? En 2003? Donc tout de suite, janvier 2003, je fais mon premier Dakar avec un copain, donc pareil, on n'avait pas de budget, donc un copain qui s'appelle Thierry Magnaldi, qui a fait des podiums sur le Dakar en moto, et on est partis tous les deux avec un team hollandais, avec un buggy, et on faisait un jour sur 2. Voilà. 4 roues motrices ou 2 roues motrices? 2 roues motrices, le premier. Et ça se passait très très bien. Jusqu'à la frontière Tunisie-Libye, on a eu un problème de boîte de vitesse et on a essayé de réparer, de rentrer la nuit. C'était une étape marathon. On a fait 1000 km pour aller au bivouac du deuxième jour pour revenir, pour repointer. On a pointé les entrées des parts spéciales et on s'est fait mettre hors course. Bon, on a essayé. Mais c'était une bonne expérience. Et puis tout de suite, l'année d'après, donc 2000... Donc t'abandonnes finalement sur cette première édition? On abandonne complètement, oui. Et pareil, j'ai beaucoup galéré. Alors, mes premiers Boulder, j'ai galéré. Mes premiers Dakar, j'ai beaucoup galéré. On a eu beaucoup de casses mécaniques. Après, il faut dire que le Dakar, c'est une épreuve où il y a une contrainte mécanique qui est énorme. Et tout de suite, Dakar 2004, il y a un Normand qui s'appelle André Dessoude, et qui avait un budget d'un constructeur chinois.
et qui m'a engagé sur cette épreuve où j'ai pris part à cette épreuve avec un de mes anciens équipiers moto et un grand pilote qui a fait des grands prix, qui s'appelait Patrick Egoa comme copilote. Voilà, pour un petit peu les anecdotes. Et là aussi, je crois que tu as de la malchance. Là, on a cassé juste avant la Mauritanie, on a cassé, un Villebrequin qui s'est cassé en deux. On est rentré, on a beaucoup galéré. On a eu des à croire que tu aimes bien galérer aussi. Hein. Ouais, mais après, les années, de toute façon, les plus belles histoires du Dakar, c'est les galères quasiment. C'est des trucs qu'on se rappelle, qui restent ancrés. Je veux dire, c'est pas de... Quand une course, tout se passe bien, ou qu'on va dans un bel hôtel, on oublie tout ça. Quand on galère, qu'on dort à la belle étoile, c'est des souvenirs qui restent gravés, ça. C'est pour ça que tu en as déjà fait 18 de Dakar, si je dis pas de bêtises. Ouais, 18, ouais. 18, Tu continues le Dakar en 2005. 2005, tu le fais avec un journaliste de France Télévisions. Ah là, c'était mon souffre-douleur, le pauvre. Ouais, Christian Choupin. Bah, pareil, on était un peu ric-rac en budget. Il y avait un projet avec France TV et on est parti comme ça. Ça s'est monté un petit peu de dernière minute. Nissan nous a suivis sur le projet un petit peu. On est parti avec une voiture pareil qui n'était pas très fiable, qui n'était pas très bien réalisée. On a galéré, mais comme pas possible. C'était l'année où il y avait l'étape, c'était Zaniroli qui faisait le parcours, où il y avait Zouara Tichit. Et on faisait Tichika, Attar. Enfin, ça te dit rien, toi, mais ça faisait partie des étapes les plus dures en Mauritanie. Si, parce que tu sais, j'en ai déjà parlé avec la famille Morel. Voilà. Et cette année-là, c'était difficile à Zouara Tichit parce qu'il y avait beaucoup de sable, de dunettes et tout le monde avait trop consommé. Et tout le monde. Et on s'est retrouvé à 50 km de la fin de la première spéciale en panne d'essence. Notre équipier aussi, on était tous en panne. Et là, on a attendu la nuit. Enfin, c'était déjà 2-3 heures du matin. On a attendu la nuit. Là, les Mauritaniens sont arrivés, l'armée avec des pick-up, avec le fusil mitrailleur dessus. Enfin, c'était plus ou moins en guerre. Hein. C'était déjà chaud déjà à l'époque. Hein, parce que je me rappelle qu'on avait passé le mur entre le Maroc et la Mauritanie. J'ai discuté avec un Français de l'ONU et il m'a dit je suis surpris que vous veniez encore ici parce que c'est vraiment tendu et un jour, ça va éclater. Et il n'a pas eu tort. D'ailleurs, on n'est pas parti 2 ans après. Oui, c'était le Dakar qui t'a annulé. Voilà. Et cette année-là, donc on est reparti, ils sont arrivés à 7h du matin, ils nous ont remis un peu d'essence, on a galéré pour sortir de la spéciale, on est tombé en panne de batterie, après d'alternateur. Ouais. Donc là, on s'est fait remarquer par notre camion d'assistance. C'était 2h du matin, le camion s'arrête, c'était des Italiens, il me dit moi, je suis fatigué, je peux pas conduire, tout. Il me dit est-ce que t'as le permis poids lourd? Je dis oui, bien sûr, j'avais jamais conduit un camion de ma vie. Puis c'est l'enfer quand tu as le remorque derrière parce qu'on n'avait pas d'assistance pour la direction, pas de phare. Et là, je dis à Christian Choupin, tu montes, tu prends ma place, c'est moi qui conduis le camion. Il me dit, t'es sûr? Oui. Ouais, on part, et on arrive à Tichika, au bivouac, c'était 5h du matin, tempête de sable, on monte la tente, on dort pas de la nuit, parce que quand il y a tempête de sable, c'est un enfer. Et puis là, on repart, ça doit être 11h, midi, ce qu'on repart les derniers. Et là, on fait, 10-15 km. Et ma roue avant gauche, la voit partir comme ça, toute seule. Et là, on rappelle notre assistance italien qui était déjà arrivé à Attar où on devait faire la journée de repos. Et là, ils reviennent à la sens arrière. Donc là, ça devait être midi. Ils sont arrivés, c'était 8h, 9h du soir. Ils ont réparé. Et là, on partait pour 500 km. Il y avait des dunes à passer de nuit. Et il répare. Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on y va. Et là, Christian Choupin me regarde. Il me dit, mais tu plaisantes? On va aller dormir ici. Je dis non. Tu l'as traumatisé, le pauvre. Et on a roulé toute la nuit. Je me rappelle de 3 endroits. On arrivait dans les dunes, il y avait des phares éclairés un peu de partout. Donc j'allais voir un peu avec la frontale où passer. On est arrivé à 7h du matin à Attar, la journée de repos. Donc en gros, vous avez dormi 5 heures en 4 jours ou là, ouais, 5-6 heures en 3 nuits, donc c'était voilà. Et après, à partir de 2006, là, ça commence à sourire. Quelques résultats qui commencent à tomber en rallye raid. Oui, en rallye raid, voilà. Ouais, en rallye raid, j'ai Nissan via André Dessoude, qui me contacte pour faire la Coupe du Monde en catégorie marathon. Donc on rapporte cette Coupe du Monde. Tu peux expliquer ce que c'est que la catégorie marathon, parce que je sais que c'est pas clair catégorie, enfin c'était T2, c'est voiture de série. Voilà, à la base, c'est un 4x4 avec un règlement très proche de la série. On n'a pas le droit de changer, de modifier moteur, boîte de vitesse, pont, tout est plombé. Ça doit rouler avec des éléments de série et on doit faire toute la course avec ça. Les freins doivent être d'origine, on a le droit de changer les amortisseurs, de renforcer le châssis. Donc là, on comporte cette Coupe du Monde cette année-là. Et puis ça s'enchaîne. Après, j'ai roulé sur des protos, j'ai gagné le rallye des Pharaons. 2008, j'ai Porsche aussi, France qui me contacte pour faire le Transsiberia. Et ça a vraiment été une de mes plus belles expériences. C'est quoi tes souvenirs justement ça? Donc c'était en Cayenne S, c'est ça? Donc là, c'était Porsche qui avait construit à Stuttgart des Cayenne S, qui avait préparé, qui l'appelait Transsiberia. Et c'était un organisateur allemand. On faisait Moscou, Ulaanbaatar, en Mongolie. Et on était assez en autonomie, on est indépendant, donc on avait tous nos affaires, tout était dans le Cayenne, il y avait des malles, on avait vraiment tout dans la voiture, il y avait 3 gros camions d'assistance Porsche, mais on faisait un peu notre mécanique. S'il y avait vraiment des gros trucs, c'est eux qui le faisaient. Et on faisait vraiment de la navigation, on avait
Ils nous donnaient tous les points de GPS, toutes les spéciales à Meuscout en arrivée. Donc, c'est nous qui rentrons tout dans les GPS, dans nos GPS. Alors, il y avait un peu de triche parce qu'il y en a qui avaient des positions satellites et qui avaient une base en Allemagne pour leur donner les positions par rapport où ils se trouvaient. Mais bon, même en trichant, ils n'ont pas réussi à gagner. Oui, tout a gagné. On ne citera pas de nom, mais en plus, un pilote connu. Mais c'était une belle aventure parce que c'était de la navigation. On avait des points des fois tous les 15 ou 20 kilomètres et des fois on arrivait au pied d'une colline. C'était à nous de choisir s'il fallait passer à droite, à choisir les pistes, à choisir notre orientation. On n'avait pas toujours les pistes décrites dans le roadbook. Donc c'était à nous d'aller chercher de point en point. Ça nous arrivait de faire 20 kilomètres, 30 kilomètres, de revenir. Et c'était vraiment une belle expérience parce que c'était convivial, on dormait dans nos tentes, Porsche amenait une cantine, on avait un bivouac, mais c'était vraiment un rallye à l'ancienne. Et puis on était proche de la population. J'ai des souvenirs en Mongolie, moi, extraordinaires. On allait se laver dans les rivières, dans les ruisseaux. Et un jour, j'étais dans un petit ruisseau, on était allé se laver. Et puis il y avait des enfants qui sont venus. Il y avait un petit village de nomades où ils étaient dans des yourtes. Et ils nous regardaient comme des extraterrestres. Ils n'avaient jamais vu un Porsche Cayenne, ils n'avaient jamais vu de 4x4. Ils avaient une espèce de 4x4 de Oise là-bas. Sinon, c'était tout à dos de cheval. Et je voulais leur donner un t-shirt, mais ils n'ont jamais voulu. Donc, je leur ai donné un paquet de gâteaux que j'avais. Et j'ai une photo avec une petite fille, avec des petites nattes, avec les joues bien rouges, avec les pommettes de Mongol, là. Et j'ai pas souvenir de voir des enfants aujourd'hui, d'ouvrir des cadeaux de Noël, d'être heureux comme ça. Voilà. C'est une image vraiment touchante et voilà, on est dans une population où ils n'ont rien et un rien leur fait vraiment plaisir. Tu as pu avoir un peut-être plus fort contact avec la population, contrairement au Dakar, où Dakar, c'est vraiment quelque chose qui est très timé, qui maintenant est une vraie machine. Enfin, oui, c'est une machine. Et puis là, après, on était 35-40 concurrents, c'est une petite structure. Taille humaine, quoi. Taille humaine, ouais. Et puis on découvrait des nouveaux pays, de nouveaux paysages. On s'arrêtait, on était toujours... il y avait le clan des Latins un peu et des Germaniques. Et on faisait les liaisons avec les Italiens et les Portugais. On était 3-4 voitures, on s'arrêtait manger les grillades au bord de la route. C'était des moments extraordinaires, ça, ouais. Et après, donc 2008, pour moi, tu vois, mais tu me dis si je me trompe, mais tu es à 2011, qui est une année où tu commences... là, au Dakar, en tout cas, ça fonctionne vraiment. C'est l'année... où les résultats tombent. Ouais, c'est l'année où les résultats tombent. Pareil, au Dakar, on a beaucoup galéré. En 2011, on a une voiture qui a brûlé, une autre qui a pris un réservoir qui a fondu, on n'est pas reparti. On a eu beaucoup de galères. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Dakar, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une épreuve, c'est tellement de contraintes mécaniques. Faut partir avec une voiture neuve. Et après, il faut savoir la gérer, il faut savoir gérer la limite de cette auto. Après, chaque voiture a une limite. Des vrais protos, aujourd'hui, n'ont plus vraiment de limite. On se casse plus soi-même dans la voiture que la voiture. Mais bon, tout a évolué depuis le temps. Et surtout que toi, tu as débuté le Dakar à un moment où les autos étaient peut-être pas aussi performantes que tu l'aurais aimé, alors que maintenant, c'est peut-être l'inverse. C'est des autos, effectivement, qui sont très performantes. Maintenant, elles sont performantes, elles sont fiables. Maintenant, ce qu'on disait, maintenant, on voit plus de voitures arrêtées. Si le mec fait pas d'erreur, il y a plus de voitures. C'est rare de voir des voitures arrêtées sur le bord de la piste, alors qu'à l'époque, on était en Mauritanie, on en trouvait tous les jours d'arrêtés. Et puis, on rentrait dans les dunes, c'était difficile, les voitures étaient moins performantes que maintenant. Donc, les franchissements, et même les meilleurs se plantaient. Aujourd'hui, cette année, on n'a pas sorti les plaques au Dakar, alors qu'avant, il y a 15 ans, personne faisait un rallye sans sortir les plaques, c'était très rare. Qu'est-ce que tu peux expliquer ce que c'est sortir des plaques? Ça veut dire sortir les plaques, c'est-à-dire que quand on s'ensable, quand on se plante dans les dunes, on les pèle et on met des plaques de désensablage. Et maintenant, ça arrive souvent de faire tout un rallye sans sortir les plaques ou les sortir qu'une fois. Et donc là, en 2011, tu finis 8e du général, premier des teams privés. T'es avec Dessous encore? Oui. Donc là, c'est quand même la consécration. Ouais, c'était une super course parce que c'était 3 ans qu'on passe à côté. 2 ans avant, on a une voiture qui brûle alors qu'on était 6e. On était parti pour faire un beau résultat. Après, on abandonne après journée de repos parce que l'échappement avait cassé. En fin de compte, on s'est rendu compte à 4 heures du matin, quand ils ont fait le plein du réservoir, que l'outre du réservoir avait fondu. Donc je suis arrivé le matin, je me rappelle, j'en avais chialé. J'étais arrivé pour le départ, il me dit écoute, tu peux pas partir, le réservoir est percé et on peut pas changer, c'est tout encaissé dans des caisses en carbone. Voilà. Donc c'est vrai, c'était une belle course, c'était un peu, pas le déclic, mais c'était un peu comme le bol d'or, c'était long à se mettre en place, c'est toujours un grain de sable, c'est le cas de le dire, dans le désert, qui a enrayé la mécanique. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais. Et après, ça a avancé. 2008 a été une belle saison parce qu'on a gagné au Pharaon, on a gagné le Transsiberia, on a fait des bons résultats aussi. C'était plus des courses qui avaient moins de visibilité que le Dakar.
Oui, après voilà, c'est un entraînement. Après, voilà, c'est comme le wake, hein, il y a le Mans, et puis le wake, c'est un entraînement. Voilà, les autres rallyes, c'est de l'entraînement. 2014, tu réitères l'exploit, parce que vous finissez à nouveau 8e du classement général. Oui. Là, c'est quoi un peu tes souvenirs de cette édition ? C'est un bon souvenir. Après, on essaye toujours de faire mieux. On veut toujours faire mieux au général. Mais c'est compliqué. Après, au fil des années, les voitures ont tellement évolué. Il faut être vite, c'est sûr. Il faut de l'expérience, et puis il faut avoir des voitures très performantes. Et après, avec le Toyota, on a la chance de faire 6e avec une voiture qui n'était pas la toute dernière évolution chez Toyota. On fait une belle course. Je perds la 5e place d'ailleurs même le dernier jour sur une petite bêtise. On attaquait pour aller chercher 4e ou 5e place, et on se rate sur des sinueux, on tire droit, et malheureusement on se pose un peu sur un talus et on perd du temps à ressortir de ce talus. Voilà, on perd la 5e place, un peu dommage, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Et en 2017-2019, tu fais encore vainqueur de la catégorie marathon, donc quand même tu commences à avoir une certaine régularité. Alors oui, là j'ai un constructeur Toyota qui me contacte pour faire une saison en marathon T2, et on fait 4 années, on gagne 3 fois. Une année, on a un problème de poulie de courroie qui casse, qui nous explose le radiateur, et on n'a pas pu réparer, et les Japonais n'ont pas voulu nous amener un radiateur de rechange discrètement, parce que ça fait pas partie des méthodes japonaises, mais le Dakar c'est comme ça, hein, normalement. Oui, il y a des petits roublards. Les roublards, on trouve un local, on donne 50 € et ils nous apportent un radiateur, surtout qu'on est à 35 km du truc, donc c'était un peu de frustration. Ça a permis aux Japonais de gagner. Il y a eu ces 4 années qui étaient des belles années, parce qu'on est à une structure officielle. Après, c'est pas très passionnant sportivement, parce que il n'y a pas vraiment de plaisir de pilotage, et il faut porter la voiture pour l'amener à l'arrivée. Mais par contre, c'est des rallyes difficiles, parce qu'il n'y a plus de voitures maintenant comme ça au Dakar. Et c'est des voitures qui font 3 tonnes, qui sont pas très puissantes. Et les dernières années au Pérou, on a galéré pour passer les dunes, pour faire les franchissements. Mais ça apporte beaucoup d'expérience, et ça permet d'apprendre encore plus. Et puis après, on est revenu sur un buggy, sur un proto normand de chez MD. Tu passes en 2020 chez MD Rally Sport, donc avec la famille Morel, que je salue, justement pour retrouver cet esprit-là. Ouais, pour retrouver cet esprit-là. Après, tout s'est mis un peu en queue de poisson avec l'arrivée du Covid. Ça a été un peu compliqué, parce que depuis 2014, je roulais aussi pour des constructeurs chinois. Je fais des courses en Chine qui sont l'équivalent du Dakar, qui s'appelle le Transsiberia. Le Transsiberia. On a fait le Silkway aussi avec eux. On fait 2e avec devant un gros plateau, devant les Toyota d'usine. Et tout s'est arrêté avec le Covid, parce qu'on devait plus ou moins partir avec les Chinois sur le Dakar 2020, et on s'est fait planter un petit peu de dernière minute. Et Antoine m'a toujours dit, j'aimerais bien que tu roules pour moi un jour. Donc voilà. Donc Antoine Morel. Voilà, Antoine Morel. On s'est appelé, on s'est vu en Andalousie, et tout s'est mis en place. On a trouvé des solutions pour partir, pour arriver avec cette nouvelle voiture sur le Dakar 2020, et ça a été vraiment une super expérience. Forte expérience humaine aussi, parce que c'est un team humain, familial, et on a passé vraiment de bons moments. Ouais, c'est un team extraordinaire. C'est le plus gros team privé sur le Dakar, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le plus gros team privé, c'est familial, c'est une équipe de passionnés. Donc, c'est attachant de faire des résultats avec des équipes comme ça, parce qu'ils s'investissent énormément. C'est pas une structure qui a des moyens énormes. Ils font avec ce qu'ils ont, et ils ont un savoir-faire. Il y a des années d'un peu d'expérience, et il y a une voiture qui est très performante, qui est fiable. Et je pense qu'on a fait un bon rallye. Après, on voulait faire un petit peu mieux. On a eu un petit peu des galères un peu en début de course, des petits soucis, et qui nous ont fait perdre un petit peu de temps. On a fait une grosse connerie en navigation qui nous a fait perdre aussi 40 minutes. Tu finis quand même, pour rappeler, 11e et premier en catégorie de roue motrice, buggy de roue motrice. Ouais. C'est quand même quelque chose en essence. Oui, c'est bien, essence. Oui, non, c'est super. Après, devant, je sais comment c'est les voitures, parce que j'ai la chance de rouler avec les Toyota en Chine, et je sais la performance de ces voitures et les moyens qui sont mis aussi pour faire rouler ces voitures. On n'a pas le droit à l'erreur. Et comme je dis, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'arrête sur la piste, il n'y a plus personne qui tombe en panne. Et s'il n'y a pas d'erreur de pilotage devant, il faut être à l'attaque tous les jours. Et on est une structure privée, on ne peut pas toujours être à 100% avec la voiture, parce qu'on n'a pas les moyens de tout changer. Et puis moi, c'était la première année d'expérience avec ce buggy. Je ne savais pas où était la limite de la fiabilité aussi. Donc, il y a des jours, on aurait peut-être pu être un petit peu plus vite. Mais l'objectif, c'était d'être à l'arrivée. On aurait aimé faire 10, on fait 11. Après, ça aurait d'autres années, on aurait refait la même course. Peut-être qu'on aurait fait 6e. Ça dépend des années, comment ça se passe. Mais non, la voiture est super. Donc c'est un V8 de 400 chevaux.
Ouais, 400 chevaux, voilà. Donc buggy de roue motrice, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai enregistré avec toute la famille Morel et donc avec Antoine Morel et Maryse Morel, où ils expliquent justement l'histoire de ce buggy aussi, et avec Johan aussi, qui est le team manager. Parce qu'en fait, à l'époque, faire un buggy de roue motrice, c'était quand même quelque chose auquel on pensait pas. C'était un buggy, c'était qu'à roue motrice quand ils l'ont sorti. Ouais, et puis oui, il y avait beaucoup de protos. Alors, il y a beaucoup d'autres qui se sont aventurés à faire des buggy en achetant des châssis aux États-Unis, en disant on va arriver, on va tout révolutionner, tout casser. Et il y en a pas beaucoup. Et il y avait que Schlesser qui avait le savoir-faire pour ça. Et puis Antoine a persévéré. Il a su être patient. Bon, ils ont galéré aussi, hein, ils ont beaucoup galéré. Et aujourd'hui, ils ont une voiture qui est super, qui marche bien. Après le Dakar, on a débriefé, on a fait toute une liste de petits détails améliorés. Il ne faut pas révolutionner. On sera jamais devant les usines avec une structure privée, donc il faut être réaliste. Mais il y a plein de petits détails à améliorer qui vont permettre un meilleur fonctionnement, de moins perdre de temps quand il y a un problème sur la piste, de moins de perdre de temps aussi au bivouac le soir. Donc, ça sera de l'énergie de moins dépensée pour les mécanos. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de faire mieux encore. Après, il faut rester lucide. C'est des courses compliquées. C'est pas simple. Donc, il faut avancer step by step, vraiment par petite évolution et pour trouver quelque chose de bien au final. Puis tu le disais, c'est une belle histoire humaine, parce qu'Antoine, j'imagine que tu l'as vu évoluer sur le Dakar aussi avant. Oui, je l'ai vu évoluer. Et puis, quand j'ai commencé chez Desoude, parce que André Desoude, il y en a beaucoup qui critiquent parce que les voitures ne sont pas fières, mais André Desoude, c'est quand même lui qui m'a un petit peu ouvert la porte, qui m'a porté, qui m'a amené là où je suis en rallye raid aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup aidé. Il m'a fait rouler pendant des années, tout comme Dominique Meillat en moto, voilà, un petit peu. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est un petit peu grâce à lui. Et là, je retrouve un peu l'esprit qu'il y avait aussi dans le team de Soude, vraiment des passionnés qui ont envie de faire les choses bien, qui font confiance à des personnes, qui s'investissent. Ça va leur coûter de l'argent, mais ils se disent voilà, c'est un investissement. J'espère qu'il y aura un retour. Et je pense que le retour, on l'a eu cette année parce qu'ils ont beaucoup de demandes déjà pour les voitures. Ils ont déjà vendu 2 voitures qu'on avait sur le Dakar. J'étais avec la famille Morel, je t'ai dit hier, parce que j'étais au Morex Custom House. Et j'en avais parlé avec Johan et qui était surexcité parce que justement, tout se goupille bien, quoi. Ouais, tout se goupille bien. Alors attention, ouais, il y a souvent de l'euphorie. Maintenant, j'espère que tout va aboutir et c'est compliqué parce que là, ils sont dans une phase où il faudrait qu'ils passent au step au-dessus, qu'ils investissent beaucoup pour construire des voitures, faire des voitures et ne pas faire trop en faire non plus parce que c'est vrai que c'est un coût, c'est un investissement et c'est compliqué par une structure comme ça. Mais aujourd'hui, ce rapport qualité-prix sur le marché, il n'y a personne d'autre. Ils sont les seuls. Donc, il faut y aller, il faut foncer parce que c'est le meilleur produit sur le marché aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui arrivent, qui sont très riches, des gentlemen. Je pense que c'est important de le dire parce que peut-être les gens n'ont pas forcément cette vision-là, mais quand tu participes au Dakar, la plupart des gens qui participent, en tout cas les gentleman drivers, c'est qu'ils payent, et ils payent très cher parce que c'est sport mécanique. Hein. Aujourd'hui, on est arrivé dans un système en rallye raid qui est le même en circuit. Quasiment tout le monde paye en rallye raid. Hein. Il y a très peu. Moi, jusqu'à l'année passée, j'étais payé, mais on était 10 pilotes à être payés, hein, être rémunérés pour piloter au Dakar. Après, il y a plein de pilotes qui roulent vite, des Tenbrick, des Yazid qui sont sur des Toyota qui disent officiels. Oui, c'est même ces voitures que Nasser, mais c'est eux qui amènent des budgets pour rouler. Donc aujourd'hui, quasiment la moitié du top 10 finance sa voiture. Donc alors, le problème, c'est que tous ces gens qui ont de l'argent, qui arrivent, qui sont novices, ils pensent que d'aller acheter la Toyota ou d'acheter le Century ou d'acheter une ancienne Peugeot, ça va leur permettre d'être devant. Non, parce que c'est une catégorie, le rallye raid, c'est une discipline qui demande tellement d'expérience et on ne peut pas arriver comme ça et être devant de suite. Je pense qu'il y a un exemple très parlant, Sébastien Loeb. Oui, Sébastien Loeb, Carlos Sainz qui a mis des années à gagner aussi. Hein. Et voilà, c'est des gens qui ont de talent et qui viennent quand même du rallye, qui ont fait de la terre. Hein. Attention. Donc, je doute pas qu'il y arrivera un jour, hein, Sébastien Loeb. Mais, non, mais il y arrivera. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de choses à apprendre, et puis de lecture de terrain, de l'aisance dans les dunes, toutes ces choses-là. J'en parlais avec Dominique Heinz, tu sais, le team manager de Sébastien Loeb Racing. Et justement, on parlait un petit peu de cette évolution-là, parce que c'est la première fois en fait que Sébastien Loeb bute sur un objectif pareil, en fait. Parce que le Dakar, c'est juste à part, en fait. C'est vraiment à part. Et toi qui en as fait 18, je pense que tu es bien placé pour le savoir, quoi. Oui, c'est à part. Il faut savoir gérer ses journées, savoir perdre du temps, des moments sur des terrains et en gagner sur d'autres portions de terrain. Des fois, on va se retrouver dans du cassant, dans des cailloux. Des fois, il va falloir pas dire putain, il faut que j'attaque. Non, il faut savoir lever le pied, gérer, éviter une crevaison qui va te faire perdre 2 à 3 minutes et que en fin de compte, ça va te permettre d'être mieux parce que tu vas t'arrêter 2-3 minutes, tu vas te retrouver derrière des concurrents, tu vas te retrouver dans la poussière.
Alors aujourd'hui, il y a un système qui nous permet, le sentinelle, d'avertir le concurrent qui est devant, mais il faut arriver à se rapprocher, on perd quand même beaucoup de temps, et puis le concurrent devant ne se pousse jamais devant tout de suite. Donc c'est une spirale, il faut toujours être dans le bon wagon au Dakar. C'est prendre un bon départ et être dans le bon wagon. Parce qu'entre la piste, quand on passe entre les premiers 15e et 20e et 30e ou plus loin, c'est plus la même piste. Nous, on passe, le terrain, c'est un chemin qui est nickel. Quand il y a 10 camions qui sont passés, c'est un champ de mine derrière. C'est plus la même course. Donc il faut. Et puis devant, on perd toutes les 3 minutes, après c'est toutes les 2 minutes, après toutes les 1 minute, toutes les 30 secondes. Donc quand on part toutes les 3 minutes, même si on vient remonter, on va mettre beaucoup de temps à remonter sur le concurrent qui est devant, on ne perdra pas de temps dans la poussière. C'est une espèce d'escalade des difficultés. Ouais, c'est une pyramide, voilà. Donc si on est tout en haut, on se retrouve en bas, il faut faire tout le tour, remonter toutes les marches, et c'est long. C'est long et c'est compliqué de se remettre dans le bon wagon. Donc il faut enquiller les journées les unes derrière les autres, ce que fait Peter Hansel cette année. Il a mis du temps à gagner une spéciale, mais il était toujours là. 3e, 4e, 2e, voilà. Parce que c'est pour faire premier et faire 15e le lendemain, ça sert à rien. Donc il faut... c'est une gestion, et puis c'est beaucoup d'expérience dans les dunes aussi, ça va. Alors aujourd'hui, les voitures sont plus faciles, sont hyper performantes, il y a des gros pneus, mais il faut savoir analyser le terrain pour pas se planter, parce que dès qu'on a vite fait des signes de mur dans une cuvette, dans le sable, donc l'expérience, c'est l'une des disciplines en sport mécanique qui mérite le plus d'expérience. Ouais. À travers ces 18 Dakar, est-ce que tu as un souvenir qui te marque particulièrement? Peut-être une galère ou peut-être une rencontre? Est-ce qu'il y en a un qui, quand tu parles de Dakar, au-delà de la mécanique, te vient en tête? Dakar même, la première arrivée sur le lac Rose, et puis le premier Dakar au Mali. Ouais, tous ces villages en terre rouge, là, toutes ces grandes pistes. J'avais adoré le Mali, ouais. Ces arrivées au Mali, ces choses-là, tout ça. Après, notre galère aussi avec France Télévisions, toutes nos galères, nos nuits passées dans les dunes. Je me rappelle, on avait passé les nuits aussi avec André, on avait une super voiture, il y avait une erreur sur la gestion de la richesse moteur, et en fin de compte, pour faire vite, quand on fait la richesse moteur par rapport à l'altitude, voilà, on dégrade la richesse, on dégrade l'alimentation d'essence en fonction de l'altitude. Et ça, quand le team qui a fait la gestion moteur a fait l'inverse, c'est-à-dire plus on montait, plus l'enrichissait. Parce que c'était en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Et on montait à 3 à 4 000. Et dans le désert d'Atacama, on a passé la nuit. Et là, j'ai jamais vu un ciel aussi étoilé. On a passé la nuit à dormir dans les dunes. C'est des endroits qui sont extraordinaires. Il faut faire attention parce que tu peux vite avoir des problèmes au niveau de la respiration et même des valus et puis mal de tête. Là, quand on passait la Cordillère des Andes à 5000, on avait souvent des mal de tête, mais là on était en liaison, donc c'était assez fatigant. Je dis ça parce que Antoine et Maryse m'ont raconté une anecdote à ce sujet, c'est qu'ils ont fait la bêtise de dormir dans le camion en pleine altitude et ils se sont fait sauver, mais ils ont failli y laisser la vie en fait. C'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Mais les Normands, ils sont toujours un peu dessous d'un peu pareil. Hein. Comme j'ai dit l'autre fois à Antoine, des fois, j'ai l'impression de revoir André dessous dans toi. Hein. Ils ont un côté très, très, très spéciaux, les Normands. Hein. On dit que les Auvergnats sont radins, mais les Normands, ils ont quand même... ils ont été touchés à une époque. Hein. Je ne sais pas quand, mais ils ont dû être touchés. Hein. Bon, tu as un timing assez serré, donc on ne va pas perdurer trop l'interview, mais maintenant tu es consultant pour Eurosport. Non, la chaîne L'équipe. Eurosport, c'est quand j'étais plus jeune, ouais. Ah, exact. Okay, là, c'est la chaîne L'équipe, ouais. C'est la chaîne L'équipe. Et donc là, tu vas commenter les 24 heures moto, là. Oui, les 24 heures de moto. Donc on va le faire de Paris en studio. On aurait pu aller au Mans, mais je pense que maintenant tout le monde a compris avec le Covid le système économique différemment. Mais voilà, on va faire. Ça fait quelques années que je commente les 24 heures. J'ai fait l'Eurosport à une époque, et puis maintenant c'est la chaîne L'équipe. Et d'ailleurs, c'est une chaîne gratuite câblée, donc ça fait plus d'audience. Et puis, mais c'est sympa de retransmettre un peu son expérience, d'analyser un peu. C'est quoi la suite pour toi? Parce que je sais que tu as un emploi du temps qui est ultra timé. Hier, tu étais en Italie. Ouais, la suite, c'est un peu compliqué avec le Covid. Il y a moins de boulot. Il y a l'encadrement du Raid Canam en mois de novembre. Après, je suis en consultant aussi pour le circuit Paul Ricard pour le Boulder. Je fais le lien entre la FIM et l'organisateur du Boulder pour tout ce qui est sécurité sur la piste. Mais j'aimerais bien que ça redémarre un peu plus vite. Et puis, j'aimerais essayer de faire le Maroc avec le Team MD avant d'attaquer le Dakar. Et on a encore une séance d'essai aussi pour travailler sur les suspensions avec toute l'équipe MD. Est-ce que tu as encore des rêves que tu n'as pas pu accomplir quand on voit tout ce que tu as pu faire, ton palmarès? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te paraissent inatteignables, que tu n'as pas pu tenter? Oui, il y aurait plein de choses, mais bon, on n'a plus 20 ans non plus. non, parce que quand je retrace plein de choses, j'ai quand même vu, j'ai fait quand même des trucs magnifiques, j'ai vu plein de pays. Comme je disais, j'ai fait 16 boulders, je suis allé dans les 4 coins du monde, courir au Japon.
D'avoir fait tous les Dakar que j'ai fait, il n'a pas aimé faire une partie que j'ai fait. Puis après, je me suis fait plein de trips en vélo aussi. Est-ce que tu fais beaucoup de vélo, tu fais du ski Ouais, beaucoup de ski de rando. Je me fais des trips en rando. Je me fais des tours, traverser des Alpes en VTT, autour du Mont Blanc en VTT, autour du Mont Blanc en vélo. Basique, de route, basique. Plein de trucs j'ai vécu plein de choses, c'est vrai. Alors j'aimerais faire plein de choses encore, mais. Un rêve ultime encore? Non, à la rigueur, j'aurais aimé essayer de faire l'Everest, mais bon, c'est beaucoup de temps, c'est des gros budgets, et puis il faut se lancer dans l'escalade aussi. Enfin, quand je dis l'Everest, c'est sans oxygène à la rigueur. Mais bon, c'est un peu tard pour faire ça, mais c'est des trucs qui m'auraient fait kiffer, des trucs comme ça. Et au niveau mécanique? Niveau sport mécanique? Faire un bon résultat sur le Dakar avec MD, essayer de faire une meilleure place. Maintenant, sans voiture d'usine, rentrer dans les 5, ça sera compliqué, mais essayer de faire entre 5 et 10, j'aimerais bien refaire cette place. La Formule 1, c'est derrière moi. Hein. À moins qu'au Renault Alpine, ils prennent des mecs un peu âgés actuellement. Ça pourrait être marrant, tu vois, une catégorie légende. Tu vois. Catégorie légende. Non, je crois qu'en sport mécanique, j'ai fait beaucoup de choses. Après, j'aurais aimé faire des trucs comme style Camel Trophy qu'il y avait à l'époque, ces choses-là, des trucs comme ça. Ouais, ça me fait kiffer, partir à l'aventure. Faire un pont, galérer, sortir les treuils, couper des arbres, c'est un truc qui me fait. La galère, t'aimes bien. Ouais, mais ça existe plus trop, ce genre de défi. Mais j'ai l'impression que la retraite, de toute façon, c'est pas vraiment d'actualité. Hein, c'est pas vraiment non, j'ai encore envie de courir. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. J'ai eu quelques années où j'étais payé par des constructeurs, et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il faut retrouver des partenaires, il faut retourner à la charge, et il faut se motiver pour ça. Mais j'ai envie, parce que j'ai encore envie de rouler, j'ai envie de faire des bons résultats, et je sais que je peux faire des bons résultats encore. Mais bon, c'est. Puis t'es passionné, ça se ressent. Oui, en fait. c'est une passion. Je kiffe. J'aimerais habiter près de chez MD, mais bon, ça serait emmerdant pour eux parce que je leur mettrais une telle pression, je serais tous les jours à l'atelier. Il faut dire que leur atelier est super beau aussi. Hein. Pour y être allé, j'ai enregistré l'épisode là-bas, c'est la caverne d'Alibaba, quoi. Ouais, c'est un bel atelier. Il y a plein de choses qui font rêver. J'ai toujours rêvé de la berlinette. Il y a des berlinettes là-bas. Il en a d'ailleurs un petit peu trop. Il pourrait nous en donner une. Non, c'est vraiment une famille passionnée. C'est vrai que c'est loin, mais j'aimerais être là plus souvent, et j'aimerais que les choses avancent plus vite encore. Après, je sais ce qu'ils font. Ils font le maximum avec leurs moyens, mais alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rouler dans des structures officielles, mais j'aimerais que ça aille encore plus vite, et les aider aussi pour que ça aille plus vite. Mais bon, je sais ce que c'est du temps, c'est de l'argent, et c'est de la main d'œuvre, c'est de la masse salariale, c'est compliqué. Ouais, et puis la passion en général, ça rime avec impatience, donc c'est logique que tu sois comme ça. Ouais, c'est normal. Et puis j'aime faire les choses bien, donc quand ça se passe mal, je fais un peu la gueule, parce que je suis assez perfectionniste dans ce que je fais. Voilà. Je suis assez carré. Merci beaucoup, Christian. Je vais pas te retarder plus longtemps pour rejoindre l'équipe et pouvoir commenter les 24 heures moto. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci Yann. Et puis à très bientôt. À bientôt pour te raconter d'autres aventures. Ouais, dans 15 ans. Non, et puis j'espère surtout venir sur un circuit. Parce que d'ici là, peut-être que le monde aura vraiment réouvert. Et je pourrais te croiser, je sais pas, dans les paddocks. Et puis à la rigueur, on espère te voir sur le Dakar. Ah, j'adorerais. Vivre l'expérience. J'adorerais. Et ce qui est sympa sur le Dakar, c'est ce côté convivialité où tout le monde se retrouve et il n'y a pas de... Personne à la grosse tête. Enfin, tout le monde reste assez humble. Parce que quand on est sur la piste, après, c'est galère. Et c'est ce que j'avais... Quand j'avais basculé de l'auto à la moto, quand j'ai fait les 24 heures du Mans auto et moto, si tu veux, l'auto, ça raconte un peu trop en circuit, par rapport à la moto. Ouais. Et j'ai retrouvé en rallye raid ce que je connaissais du côté de la moto. Ok, mais ça fait un super lien. Et tu veux d'ailleurs, peut-être que tu vas le voir dans tes commentaires, mais j'ai enregistré un épisode avec Adrien Parasol, qui est engagé sur les 24 heures moto. Je sais pas si ça te parle. Oui, le nom, comme ça. Il fait partie aussi d'une chaîne YouTube qui s'appelle iSide. Ouais. Et je trouvais ça amusant en fait de venir te voir aujourd'hui, alors que j'avais enregistré un épisode avec lui il y a pas longtemps. Et que je lui ai envoyé encore un message hier. Comme quoi, toutes les boucles se bouclent. Voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci à toi et à très vite. À très vite, ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Un seul commentaire suffit puisqu'il n'est pas assigné à un épisode précis, mais à l'ensemble du podcast. Ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Dame qui écrit « Des histoires passionnantes, le tout raconté par Yann de manière envoûtante, la narration est excellente et on a l'impression d'avoir des images du récit sous les yeux. On est vraiment absorbé par chaque podcast et histoire. Bravo !» Merci beaucoup Dame, je ne sais pas pour quel prénom est-ce le diminutif, mais merci beaucoup et tant mieux si effectivement tu as l'impression d'avoir des images à l'écoute des podcasts, c'est vraiment le but. Comme quand on lit un bon roman, tu t'imagines toutes les choses. Et effectivement, on me pose souvent la question, pourquoi tu filmes pas tes enregistrements ?
parce que je suis persuadé que si je filmais, les invités ne se lâcheraient pas autant. Il n'y aurait pas ce rapport un peu intimiste, effectivement. Et donc, on perdrait un peu en contenu, surtout qu'en plus, filmer en plan fixe, il n'y a rien de très passionnant. En revanche, pour ce qui est de la vidéo, il y a les vlogs. Et pour découvrir d'ailleurs les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast et découvrir les vlogs sur la chaîne YouTube Dans la boîte à gants. Pour l'instant, vous pouvez retrouver le vlog correspondant à l'épisode avec Adrien Parasol et celui de François Delecourt. Et ce vendredi à 18h sortira le nouveau vlog où je vous emmène à la découverte de Sébastien Loeb Racing et des autos du champion du monde des rallyes, en compagnie de Dominique Heinz, le team manager, et l'homme de l'ombre derrière la carrière incroyable de Sébastien Loeb, avec qui j'ai enregistré un épisode fantastique que je vous conseille vivement. Je vous mets le lien en description plus bas. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et sur YouTube, à activer les notifications pour ne rien rater des prochains vlogs et épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous ceux qui sont déjà sortis et que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Il y en a actuellement 53. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.